Et toutes ces personnes qui sont rencontrées, en fait, il y a une chose qui est vraiment frappante et qui est commune à tout notre projet. Alors, le mot, excusez-moi, ça fait un peu une insulte, mais l'idée, c'est de dire on n'attribue pas de rôle. Hein. On laisse les gens, on leur présente tout ce qu'il y a de possible à faire et on les laisse voir ce qu'il y a à faire et choisir littéralement ce qu'il y a à faire. C'est le même principe, vous voyez une petite erreur, personne ne l'a corrigée, bah, je vais m'en occuper. On ne vous a jamais dit c'est à vous de vous occuper de corriger les erreurs. De même qu'on n'a jamais dit aux développeurs c'est à vous de vous occuper des serveurs. On n'a jamais dit aux photographes c'est à vous de prendre des photos. Hein. Chacun va prendre la chose qu'il sait faire et qu'il a envie de faire. Ça, c'est fabuleux. C'est ce qui donne envie de passer autant de temps dans le projet. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut résister à l'envie d'essayer d'attribuer des rôles. Sauf si c'est critique, hein, les finances, ce genre de choses, peut-être qu'on attribue des rôles. Mais pour le reste, eh ben, on espère que quelqu'un le prenne en charge, et puis si personne ne le prend en charge, ben, c'est pas grave, tant pis, on attend. Voilà. Donc aujourd'hui, on a abouti à un modèle qui contient toujours beaucoup d'anarchie, il ne faut pas se leurrer. L'aspect monarchique a quasiment complètement disparu parce que Jimmy Wales a autre chose à faire que de regarder vraiment ce qui se passe, donc on se débrouille entre nous. La technocratie a également disparu puisqu'on a réussi à récupérer un peu ce pouvoir technique qu'il s'était approprié, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis on a rajouté des fortes graines de république et de démocratie parce qu'il faut quand même de temps en temps voter pour prendre des décisions parce que quand on est 10 000, on a vraiment du mal à identifier le consensus à moins de demander aux personnes de voter. Et puis dans quelques cas, on crée des comités. Alors les comités, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ils sont rares. Un des comités qui marche, c'est le comité linguistique. Alors on a défini des critères tels que dès qu'une langue a au moins 100 000 locuteurs, ça vaut le coup qu'il y ait un Wikipédia. Donc 100 000 locuteurs, on bascule, on crée un Wikipédia. Et puis des fois, on a ouvert des langues, mais il n'y avait aucune communauté, il n'y avait personne. Donc on avait un Wikipédia ouvert tout seul, les spammers arrivaient, le Viagra, voilà. Vous connaissez tous ceux qui ont un blog ou un site avec des commentaires ouverts. Voilà, on se retrouvait avec du spam et on n'avait aucune communauté pour faire ce genre de choses. Donc le communauté de linguistique, il a imaginé un autre truc. Il s'est dit, on va faire un intermédiaire. Quand on est sûr que la langue ne doit pas être acceptée, on dit non. Quand on est vraiment sûr que la langue doit être acceptée, on dit oui. Et dans tous les autres cas, on n'est pas sûr, on va créer un incubateur. Alors voilà, on a créé un incubateur. Toutes les langues pour lesquelles on n'est pas encore certain, pour lesquelles il y a peut-être une communauté ou non, on va créer un endroit spécial. Et ces langues peuvent commencer à grandir. On les aide, on leur donne des conseils. Donc on est passé finalement en termes de langue d'une situation où on avait un individu tout seul qui prenait la décision, Jimmy Wales, à une situation où on avait 3-4 développeurs qui prenaient la décision, ça c'était en 2002-2003, à une situation où on avait 2000 personnes qui votaient pour ouvrir une langue ou pas, là ça commençait à poser souci, à une situation où on a créé un comité pour s'occuper, sauf que ce comité au bout d'un moment il était submergé, il n'arrivait plus à prendre la décision, et on a terminé sur une situation où finalement on a un intermédiaire qui est de dire on vous donne un espace, allez-y, débrouillez-vous, puis si ça marche on vous approuvera, si ça ne marche pas, on supprimera le projet. Et comme ça, finalement, tout le monde a une chance, tout le monde peut tenter le coup. Donc ça a été vraiment quelque chose de très évolutif. Petite leçon par rapport à ça, c'est de souligner l'importance d'avoir un processus itératif, un processus cyclique. On n'est pas sur des systèmes avec des étapes préétablies, on est vraiment sur un processus qui avance au cours du temps, qui prend son temps et qui n'hésite pas à revenir en arrière si nécessaire. Et puis, on se posait la question de savoir comment, si je suis un participant en Yoruba, par exemple, il se trouve qu'on m'a ouvert une Wikipédia en Yoruba, et puis il n'y a pas les caractères pour faire mon interface. Donc j'ai essayé de traduire l'interface, mais le problème c'est qu'il y a des petits carrés qui apparaissent par endroits, donc j'ai même pas la totalité de la langue pour coder mon Yoruba. Qu'est-ce que je fais? Alors, comment est-ce qu'on réagit dans la vraie vie, dans la vie hors Wikipédia, quand on est face à ce genre de situation? En fait, on appelle le service technique et puis on demande s'il y a quelque chose qui pourrait être corrigé. Et puis le système technique, à nouveau, s'il n'a pas le temps, s'il n'est pas intéressé. Et puis le service technique, s'il reçoit 200 demandes dans la semaine, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, il est noyé. Donc nous, on a développé des systèmes, alors on les a fait énormément évoluer au cours du temps, mais on a eu un moment où ce qu'on a fait, c'est que pour savoir ce qui devait être corrigé en priorité, pour savoir quelle nouvelle fonctionnalité faire en premier, on attribuait des points aux gens. Donc par exemple, on vous donnait 100 points.
Et avec vos 100 points, vous pouviez aller déclarer des erreurs en disant « j'aimerais bien qu'on corrige ça et j'aimerais bien telle nouvelle fonctionnalité ». Et vos 100 points, vous pouviez les distribuer sur... Vous voyez la liste de toutes les fonctionnalités proposées par tout le monde et de tous les bugs à corriger. Et c'est vous-même qui apportiez votre propre connaissance sur ce qui était le plus important. Ok, ce bug-là est très important, je mets 50 points dessus. Celui-là, il est assez important, je mets 30. Et puis tous les autres, je mets 1 point. Et donc en multipliant ça sur plusieurs centaines de personnes, on arrivait à faire sortir ce qui était le plus important à corriger ou pas à corriger. Donc typiquement, les équipes de développeurs, c'est comme ça qu'elles arrivaient sans chef à comprendre ce qu'elles devaient faire. Parce que je vous rappelle, on n'a pas de chef, on n'a aucune autorité, on n'a personne qui prend les décisions pour les autres. Donc une équipe de développeurs, comment fait-elle pour savoir ce qu'elle doit faire ? C'est une des méthodes. Soit elle décide toute seule, soit elle a des méthodes comme ça de remonter des bugs et de remonter des fonctionnalités importantes qui sont collectées auprès de tous les participants. Ça, c'est un exemple d'une chose qui peut être faite. Je réagis un peu à une remarque qu'on m'a faite hier, qui était de dire votre communauté, c'est bien sympathique, mais en fait, c'est super fermé. On a vraiment un mal fou y rentrer, on ne comprend pas très bien comment on fait pour venir participer. Alors, je voudrais quand même resignaler une chose, c'est qu'à nouveau, on n'a pas un comité d'accueil qui vient expliquer exactement comment faire les choses, comme on peut le trouver en entreprise. On n'a pas un chef qui va nous dire « faites ci, faites ci, faites ci, faites ça ». Donc, il faut prendre le temps, il faut y aller en douceur. Il faut d'abord commencer par écouter, par regarder ce qui se passe. Et puis, il faut y aller, il faut foncer. Hein. C'est ce que nous, on appelle « be bold ». Il faut se lâcher. Il ne faut pas hésiter à démarrer quelque chose. Alors, on se fait peut-être parfois taper sur les doigts, le projet est peut-être annulé après, mais il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point les Suisses sont plus rapides à aller dans les choses que les Français, mais je peux vous dire que les Français, généralement, ils attendent que le chef il ait dit qu'il faut faire. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel on doit vraiment se faire violence. Mais bon, donc il faut véritablement y aller. Et puis, un exemple de quelqu'un qui, à un moment donné, y est allé, qui s'est dit, mais l'interface, là, le Yoruba, c'est quand même un souci parce qu'on a 270 langues différentes. À chaque fois que les développeurs font une modification dans l'interface, à chaque fois, le texte, il réapparaît en anglais par défaut. Et à chaque fois, il faut le retraduire. Et pour le retraduire, à chaque fois, il faut aller dans les fichiers en PHP, c'est très compliqué. Comment on peut s'en sortir ? Et bien, cette personne, un jour, il a dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, ça nous prend beaucoup de temps. Il a créé un projet qui s'appelle translatewiki.net, dans lequel on a une interface qui permet de traduire les interfaces logicielles de tous ces logiciels que vous pouvez voir ici. Il y a MediaWiki, il y a StatusNet, un remplaçant de Twitter, il y a Wikia, il y a PediaPress, c'est de la publication de livres open source. Et donc, il y a des personnes qui aujourd'hui sont des développeurs et qui techniquement ne connaissent rien, peuvent aller sur cette interface et traduire les interfaces de tous ces logiciels-là. Donc, si jamais vous êtes un fanatique de traduction, ou si vous connaissez des langues rares, typiquement, vous pouvez aller là et aider la communauté à faire ce genre de travail. Donc ça, la personne qui a lancé ça, il ne savait pas si ça allait marcher, mais il a essayé. Ça lui a coûté quoi? Pas grand-chose, il s'est fait héberger sur un coin de serveur, et puis c'est tout. C'était facile. Deux petits points pour conclure un peu sur cet aspect-là. Il y a des gens qui font d'énormes bêtises. Hein, bien sûr, il y en a beaucoup. Parfois, on se plante complètement. On ne peut jamais être certain que les gens ne vont pas faire des bêtises, mais par contre, on peut au moins leur donner ce crédit qu'ils sont en train d'essayer, qu'ils sont là pour essayer de faire quelque chose pour aider. Donc on essaye au moins par défaut de dire, ils essayent de faire pour le mieux, et s'ils se plantent, on va leur donner un coup de main. On part un peu sur cette idée-là. Et puis, si on veut que les gens spontanément fassent quelque chose, je vais vous donner une petite comparaison. C'est l'aéroport, le système des bagages. Quand vous arrivez, vous avez un bagage qui a été mis dans la soute aux bagages, et que vous arrivez, vous sortez de l'avion, et vos bagages, ils arrivent sur le système de circulation des bagages à gauche. Vous posez la question pour laquelle personne ne vous a jamais piqué votre sac, à moins que ça soit arrivé à certains d'entre vous. Mais en fait, c'est très rare quand même. Hein. Ah, en Afrique, c'est différent. En Suisse, un pays auquel on peut avoir confiance, on a des systèmes un peu de ce genre-là, à gauche. Si vous vous mettez autour du circuit, là, vous avez normalement la vue sur tous les bagages qui circulent.
Donc si vous êtes attentif, vous ne vous faites pas piquer vos bagages, parce que vous les voyez tous, les bagages, si vous placez autour du système de circulation. Et vous voyez les gens aussi. Donc vous avez une espèce de vue globale comme ça, ce qui vous permet de savoir en permanence ce qui se passe. À un moment donné, dans les aéroports, ils ont voulu changer le système de circulation des bagages là, pour un système comme à droite, parce qu'ils se sont dit, pour les personnes un peu âgées, c'est plus facile d'attraper les bagages, là, parce qu'ils sont légèrement penchés, c'est moins dur au niveau du dos. Alors ils ont mis en place ce système-là. Le seul problème, c'est qu'avec ce système-là, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. On n'a pas de vue. Et ils ont eu une quantité de vols de bagages absolument phénoménale. Et en fait, le système Wikipédia, il est exactement comme à gauche, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le projet est visible en permanence. Si vous prenez le temps d'aller regarder, bien sûr, mais tout est visible, tout est transparent. Et donc, une personne qui, à un moment donné, veut rentrer dans la communauté et se dit « mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» Il lui suffit d'aller regarder le projet, de regarder ce qui se passe, et elle voit ce qu'il y a à faire. Si vous cachez ce qu'il y a à faire, comment les gens peuvent-ils deviner qu'il pourrait être utile quelque part? Donc nous, on a designé un système qui à la fois permet aux gens de savoir ce qu'il y a à faire, s'ils regardent, et puis aussi qui permet de surveiller les autres en permanence. Donc on se surveille tous les uns les autres. Par exemple, vous voyez le positionnement de cette salle. Moi, je peux tous vous voir, mais les personnes à l'avant, elles ne voient pas ce que font les personnes à l'arrière. Ce n'est pas un système, entre guillemets, holoptique. Vous pouvez peut-être voir à peu près tout le monde. À peu près. Et pas la personne de devant. Donc le système de Wikipédia, il est comme ça, un système complètement transparent. Donc c'est à peu près les grands principes de base. Je terminerai juste pour souligner terminer sur les aspects de langue. Aujourd'hui, on a une très très grande disparité en termes d'accès. Je vous avais mentionné la Suisse. Vous voyez, on est sur c'est le pourcentage de personnes qui accèdent Wikipédia parmi les internautes. Donc dans des pays comme la France ou l'Angleterre ou la Suisse, on est dans des situations où on a 45 à 50% des gens accèdent à Wikipédia. En revanche, quand vous allez en Inde ou au Brésil ou en Afrique, on est sur du 5%, 10%, c'est vraiment très très faible. Donc on a encore un énorme progrès à faire en termes de diversité culturelle. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait sur ce sujet-là. Et je voulais mentionner ce chiffre qui me paraît extrêmement important dans ce cadre-là, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les contributions qui sont faites par mois, c'est à peu près 6 millions de pages sont modifiées, 51% des modifications sont faites par des gens qui habitent en Europe. 51%. On a un taux de contribution européen qui est largement majoritaire. Si on ajoute en plus les États-Unis, on rajoute à peu près 20% de plus. Donc on a environ 70% des modifications qui sont faites uniquement en Europe et aux États-Unis. Donc on a aujourd'hui un énorme problème on essaye de chercher des contributeurs, non pas supplémentaires dans des pays européens ou nord-américains, mais véritablement des contributeurs, notamment en Inde, au Brésil ou en Afrique du Nord. Et je voulais juste vous montrer ce petit truc-là qui est sorti il y a 2 jours, donc c'est complètement nouveau. C'est une représentation visuelle qui est un peu sombre, et vous avez à peu près l'idée, une carte du monde, et toutes les langues. Alors là, j'ai affiché uniquement l'anglais, par exemple. On a cherché à voir, à chaque fois qu'une modification est faite depuis un pays donné, ça fait un petit point coloré. Et on se rend compte, quand on regarde cette carte-là, malheureusement c'est un peu sombre, que pour la version anglophone, on a énormément de modifications qui viennent depuis les États-Unis et le Canada, l'Europe, du côté d'Israël, et typiquement tout ce qui est Inde et Nouvelle-Zélande et Australie. Par contre, si on regarde la version en français, la majorité des modifications sont faites en France et en Suisse, et un peu moins au Québec. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus localisé. Et si vous regardez la version là, en espagnol, vous voyez beaucoup plus l'Espagne et puis une bonne partie de l'Amérique du Sud. Donc on a comme ça des systèmes de visualisation qui sont développés toujours par des gens qui ont envie de faire des choses sympas. Si vous voulez aller regarder un petit peu ce que fait cette personne, c'est infodisiac.com. Il a travaillé énormément à beaucoup de représentations visuelles des modifications, des participants qu'on trouve sur Wikipédia. Quelque chose d'assez sympathique. Et je vais terminer sur un petit film, parce que c'est un petit film suisse, donc on peut en être fier. Un petit peu de background par rapport à cette petite vidéo.
Pour arriver à financer Wikipédia et à l'héberger, à être détenteur des noms de marque, etc., on a créé des structures juridiques. Il en existe aujourd'hui plus d'une trentaine. Il y a la fondation Wikimedia qui est aux États-Unis et des associations locales qui sont à peu près dans tous les pays du monde. Il y en a une qui est en Suisse, qui s'appelle Wikimedia Switzerland. Est-ce qu'il y a un membre de Wikipedia Switzerland aujourd'hui ici? Non. Je vous invite à les contacter. Ils sont à l'adresse wikimedia.ch, si vous le souhaitez. Donc, .ch, Wikimedia avec un M. Il existe également une association française, au cas où vous soyez des Français immigrés en Suisse. Je vous ai mis quelques petits dépliants à ce sujet-là. Et ces associations, elles font un certain nombre de choses très sympathiques. Notamment, il y a 4-5 jours, l'association suisse a signé un accord de partenariat avec la bibliothèque de Lausanne pour récupérer une partie des textes qui sont actuellement dans la bibliothèque pour qu'ils soient publiés sur l'encyclopédie. Donc ça fait partie des choses diverses et variées qu'on peut faire, aider des photographes à récupérer des contenus, à aller interviewer des hommes politiques, par exemple, prendre des photos d'hommes politiques, récupérer des textes d'archives, des photos, en accord avec les musées bien sûr, et puis beaucoup d'autres choses, et c'en était juste 2 exemples. Voilà, je vous remercie.